Nicolas Bavray, bonjour. Bonjour. Merci de participer à ce talk stratégique du Figaro consacré à la défense. Vous êtes essayiste, économiste, éditorialiste au Figaro. Nos lecteurs vous connaissent bien et vous apprécient chaque semaine. La défense. Depuis quelques jours, un nouveau chef d'État, chef des armées, a fait son entrée à l'Élysée. Et depuis dimanche dernier, il a multiplié les signaux à l'égard des militaires. On l'a beaucoup souligné. Descente des Champs-Élysées en commande-car, visite des blessés à l'hôpital militaire Percy. Hier, un conseil de défense. Aujourd'hui même, le chef de l'État est au Mali auprès des troupes de l'opération Barkhane. Comment, d'après vous, faut-il interpréter ces signaux envoyés à l'institution militaire et au pays ? Alors je crois que ça renvoie à deux choses. La première, c'est que la sécurité est, avec le chômage, la principale préoccupation des Français, et ce, à juste titre. Et dans la manière de traiter notamment cette France exclue ou périphérique qui a témoigné fortement de son malaise en votant au premier tour en majorité pour des partis qui étaient hostiles à l'économie de marché ou à l'Europe, eh bien une manière de traiter cette France périphérique, c'est de rétablir la sécurité sur le territoire national et surtout de rétablir une forme d'égalité des Français devant la sécurité. Et la deuxième dimension, c'est la dimension qu'a choisie Emmanuel Macron, de réincarner très fortement la fonction présidentielle et de la réincarner sous un jour régalien. Et de ce point de vue-là, eh bien la défense où les armées restent la colonne vertébrale du régalien dans notre pays. Et Emmanuel Macron donc l'a affiché de manière extrêmement spectaculaire, de fait, à travers la remontée des Champs-Élysées, en commande-car, puis effectivement la visite à Percy, et aujourd'hui le déplacement avec nos troupes qui participent à l'opération Barkhane au Mali, et plus largement d'ailleurs dans tout le Sahel. On a beaucoup souligné l'affichage européen, pro-européen de ce gouvernement. Et à l'hôtel de Brienne, résidence du ministre de la Défense, c'est une pro-européenne bien notoire, Sylvie Goulard, qui succède à Jean-Yves Le Drian. Cette tonalité pro-européenne de la nouvelle ministre, est-ce selon vous de bon augure pour l'Europe de la sécurité que vous appelez de vos voeux? Alors, il ne fait pas de doute que l'Europe est une des dimensions majeures de la sécurité. On l'a bien vu, c'est vrai pour la partie lutte contre le terrorisme, c'est vrai pour la réponse à apporter à la pression des démocratures russes ou turques, c'est vrai également sur le cyber ou encore sur le problème des frontières. Sylvie Goulard est une spécialiste extrêmement avertie des questions européennes. Elle a une énorme légitimité en Europe, elle connaît bien les interlocuteurs. Donc de ce point de vue-là, c'est un signal qui est un signal positif. Ce qui est davantage curieux, c'est le terme qui a été choisi de retour à un ministère des Armées. C'est un terme qui avait été abandonné depuis le début des années 1970 et qui m'a l'air, qui est très décalé par rapport à ce que doit être aujourd'hui une stratégie globale de sécurité qui précisément doit être à la fois intérieure et extérieure, nationale, européenne. Donc revenir à ce terme des armées qu'on avait abandonné d'abord au profit de la défense et ensuite, depuis le livre blanc de 2008, on était passé de la défense à la sécurité nationale. Donc c'est assez étrange parce que ça semble ramener les armées à la fois au passé et à une vision qui est une vision, j'allais dire, purement technique, fragmentée, alors même qu'il faut aujourd'hui avoir une stratégie globale. Ça s'analyse sans doute par le fait que le président de la République a voulu marquer que cette stratégie globale de sécurité serait conduite depuis l'Élysée et non pas depuis l'hôtel de Brienne. Très bien. Dans une note tout à fait passionnante que vous avez rédigée et qui a été publiée le mois dernier à l'Institut Montaigne, une note intitulée « Sécurité nationale, quels moyens, quelles priorités ?» Vous dressez un bilan, je dois dire, assez sombre de l'état de notre défense, en soulignant notamment l'écart grandissant entre les ambitions, les missions et les moyens de la défense. Est-ce que l'état de notre défense vous paraît inquiétant à ce point ? Alors, la défense est à la fois un vrai pôle d'excellence français, c'est vrai sur le plan
opérationnel, c'est vrai également sur le plan industriel, avec des succès remarquables à l'exportation. Mais c'est vrai qu'il y a un grand écart qui s'est creusé entre, d'une part, la montée des risques, on l'a vu évidemment avec le terrorisme islamique, on l'a vu également avec le renouveau agressif de politiques de puissance venant de la Russie ou de la Turquie, on l'a vu encore récemment avec évidemment la montée des attaques cyber, et en face de ceci, c'est vrai que l'effort de défense français, jusqu'au milieu du quinquennat de François Hollande et les attentats à partir de 2015, cet effort de défense français, il a énormément diminué. Il est passé de 5% au début des années 60 à 1,77% du PIB. Donc, les armées ont été extrêmement engagées, peut-être surengagées. Aujourd'hui, on considère que donc, nous avons 30 000 militaires qui sont déployés en permanence. Et par rapport au contrat opérationnel qui avait été retenu par le livre blanc et la loi de programmation militaire, on est 30% au-dessus. Donc, il y a un double risque. Un risque d'épuisement des hommes et de perte de compétences clés, et puis un risque évidemment également d'usure des matériels, d'autant que quand on est déployé au Sahel ou au Levant, ce sont des théâtres d'opération à la fois très exigeants pour les hommes, pour les matériels et difficiles. Donc c'est cet écart qui s'est creusé et qui fait qu'aujourd'hui il faut absolument, on est à un point critique et un vrai point où il va falloir choisir, soit on se désengage, soit on réinvestit de manière importante dans notre système de défense. Vous dites et vous écrivez, il faut repenser notre sécurité dans une perspective globale. Qu'est-ce que vous avez... Alors ça renvoie un peu à ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sécurité intérieure ou extérieure. Il faut d'abord penser les deux. Ouais. Pour penser les deux, il faut avoir cette vision globale des risques, y compris d'ailleurs des risques nouveaux type cyber. Et puis ensuite, il faut définir une stratégie et avoir des formes d'organisation qui permettent de répondre et notamment avoir une bien meilleure coordination à la fois entre les services de renseignement ou entre les unités opérationnelles. La deuxième dimension, elle est européenne. Nous l'avons vu, donc, par exemple, pour ce qui concerne le terrorisme, il y a une dimension européenne évidente, ou également pour le contrôle des frontières de l'espace de Schengen. Donc il faut arriver et à finalement, sans doute, compléter l'Union européenne par une Union européenne pour la sécurité qui s'occuperait de lutte contre le terrorisme, de protection des infrastructures et du contrôle des frontières qui est maintenant impératif pour répondre aux attentes des citoyens. Vous incluez dans cette réflexion d'ensemble, bien sûr, le rôle des armées sur le territoire national. Et vous êtes parmi ceux qui, dès que l'opération Sentinelle a été mise en place, avait été assez critique, je dois dire, sur le rôle des armées dans l'Hexagone. Est-ce que, les mois passants, vous êtes toujours sur cette ligne et comment bien insérer le rôle des armées dans cette vision globale, dans cette approche globale de la sécurité? Par principe, les armées doivent être déployées là où les intérêts de la France et où la sécurité des Français sont menacés. Il ne fait pas de doute que le terrorisme est une menace majeure, y compris sur le territoire national. Donc le fait de déployer les armées, en soi, compte tenu de la menace, malheureusement, évidemment, très réelle, puisque la France est le troisième pays le plus touché depuis 2015, en dehors des zones de guerre, par les victimes du terrorisme. Ce qui était davantage critiquable, c'est qu'au départ, même si ça a été amélioré ensuite, les soldats ont été déployés avant tout comme des espèces d'auxiliaires des forces de sécurité, parce que ça permettait d'abord de rassurer la population, ça c'est tout à fait normal, mais également de remédier à des défaillances des forces de sécurité intérieures. Et finalement, ces soldats étaient assez mal utilisés. L'utilisation de la force Sentinelle a beaucoup progressé. On a vu d'ailleurs au Louvre ou à Orly qu'à la fois c'était une mission vraiment risquée et qu'en même temps on avait des gens qui étaient bien entraînés. Nicolas Bavray, il y a aussi une question essentielle sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête un moment, c'est celle du budget de la défense. Écoutons Emmanuel Macron présentant ses perspectives budgétaires pour la défense en mars dernier. Si on tient compte des hypothèses actuelles de croissance du produit intérieur brut dans les prochaines années, ce budget atteindra, hors pension et hors surcoût OPEX, plus de 50 milliards d'euros en 2025,
contre 32 en 2017. Dans cette note de l'Institut Montaigne, si je vous ai bien compris, vous soulignez le fait que vous appelez ça le consensus ambigu autour de 2% du PIB consacré à la défense, qui est devenu une sorte de mantra, auquel se sont ralliés plus ou moins les uns et les autres. Cette perspective qui nous mènerait à un budget, selon les perspectives de croissance, de 43 à 46 milliards à l'horizon 2023, cette perspective est insuffisante pour préserver un modèle complet d'armée à l'horizon, à ce même horizon, qui exigerait, vous le dites, 50 milliards d'euros. Et là, je rentre un petit peu dans les précisions, sans les pensions qui, évidemment, constituent une part, les retraites qui constituent une part importante du budget de la défense. Voilà, il y a toujours une ambiguïté parce que quand on parle de 2%, il y a deux budgets, si je puis dire, annexes, mais très importants, ou même 3 variables. Les pensions, vous l'avez dit, ça représente à peu près 0,2 points de PIB. Ensuite, le problème des opérations extérieures qui sont sous-financées. On les budgète à hauteur de 450 millions d'euros, alors qu'en moyenne, dans les dernières années, elles ont coûté 1,2 milliard d'euros. Et puis enfin, il y a le problème du budget des anciens combattants qui peut être intégré. Donc, ce qui est vrai, c'est que c'est sans doute plus concret de raisonner en termes de réinvestissement brut. Aujourd'hui, les Allemands, chaque année, réinvestissent en plus 3 milliards chaque année dans leur système de défense. Les Anglais sont sont largement au-dessus de 40 milliards d'euros. Et donc, nous, on est à 32,7 milliards. Si on veut à la fois pouvoir faire une forme de remontée en puissance, puisqu'on va augmenter les effectifs des armées et que le matériel doit évidemment suivre. Deuxièmement, il va falloir investir dans un certain nombre de matériels qui nous manquent cruellement. Tout ce qui est par exemple l'aérien est aujourd'hui extrêmement sous-dimensionné. On a des problèmes aussi sur les drones très importants, des matériels pour l'armée de terre qui sont déficients, qui sont mal protégés. Ensuite, il y a la dissuasion dans laquelle il va falloir réinvestir. Et puis, il y a tout ce qui est, j'allais dire, la défense du futur. On pense évidemment au cyber, mais on peut penser aussi à des technologies hypersoniques. Donc ça, ce sont les 4 grands chantiers qui s'ouvrent. Si on veut pouvoir les conduire, il faut réinvestir au minimum chaque année de l'ordre de 2,5 milliards d'euros pour arriver à tenir ceci. Et c'est très important de rappeler que depuis le Brexit, la France a une responsabilité qui est une responsabilité aussi très importante, puisque une fois que le Royaume-Uni est sorti, la France reste le dernier pays de cette union à 27, qui est à la fois membre permanent du Conseil de sécurité, qui dispose d'une dissuasion nucléaire autonome, et vous l'avez rappelé, d'un modèle complet d'armée qui lui permet de pouvoir conduire des opérations militaires complexes. Donc cet outil de défense est évidemment vital pour notre pays et pour assurer la sécurité des Français. Il est très important également pour l'avenir de l'Europe, à un moment donné où, d'un côté, les menaces se renforcent, et de l'autre côté, le départ du Royaume-Uni et le chaos qui sévit aujourd'hui aux États-Unis font que la garantie de sécurité qui était apportée classiquement par les États-Unis dans le cadre de l'OTAN, aujourd'hui est fragilisée, comme elle est fragilisée d'ailleurs pour les alliés asiatiques des États-Unis, que ce soit le Japon, la Corée ou l'Australie. Donc, incontestablement, nous devons tirer toutes les conclusions de cette nouvelle donne qui nous donne à la fois une capacité d'action et d'influence importante, mais à la condition évidemment de continuer à entretenir et à développer, à moderniser cet outil de défense. Pour terminer et pour préciser les choses, votre raison à la fin du quinquennat est plutôt de l'ordre de 3% du PIB consacré au budget de la défense. Non, ce n'est pas 3% sur la défense, parce que je pense que je crois que la France devrait consacrer 3% de son PIB à l'ensemble de la sécurité, y compris la sécurité intérieure. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le maillon faible, pour l'instant, c'est le ministère de l'Intérieur en termes d'organisation, de doctrine et aussi de sous-dotation normalement. Et
tout particulièrement en termes de matériel. Quand on regarde les budgets d'investissement du ministère de l'Intérieur, que ce soit la police ou la gendarmerie, c'est extrêmement limité. Et donc, il faut absolument moderniser les moyens de ces forces de sécurité intérieure également. Donc, à terme, je pense qu'il serait raisonnable d'avoir 2% du PIB côté défense et 1% du PIB côté sécurité intérieure. Nicolas Bavray, merci beaucoup. Merci.